Je m'ennuie. On fait un morpion? Non. Allez! Non, on sait déjà ce qui va se passer. Centre, coin, ligne, contre, coin, contre, fini. T'es pas drôle. Bah oui, quand tout le monde connaît trop bien le principe, on est bloqué. Bon. Alors un puissance 4? Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la ligne de fil, ou plutôt l'utiliser pour illustrer le concept de blocage tactique et voir comment on peut la dépasser. Et pour cela, je vous propose la bataille des Saintes en 1782, qui a opposé les Français aux Britanniques durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment fonctionnait la ligne de fil et d'à quel point la culture commune de ce déploiement tactique faisait des batailles navales des moments peu décisifs. Cela n'empêchait pas le meilleur de prendre le dessus, mais ça faisait que les amiraux évitaient de prendre des risques, ne pouvaient pas renverser des situations et infligeaient rarement de grands dégâts à l'adversaire. Enfin, c'est quand même la Navy qui gagne à la fin, hein. Malgré ses bons débuts à Minorque, la marine française va être balayée durant la guerre de 7 ans. Du genre tellement que même le corps de la marine a été obligé d'accepter des réformes drastiques sous Louis XV et Louis XVI. Des réformes qui iront de pair avec des efforts en termes de production de flotte et d'innovation, menant au fameux 74 canons qui va former la colonne vertébrale de cette nouvelle flotte française, prête à peu près au début de la guerre des États-Unis. Il y a encore pas mal de choses qui coincent, mais on peut dire que les Français, en 1775, ont refait une bonne partie de leur retard sur les Britanniques. Meilleur recrutement, professionnalisation, modernisation et début de standardisation du matériel, on a de quoi comprendre la situation en 1782. Cette année-là, on peut considérer la guerre comme perdue pour les Anglais. Elle a commencé en 1775 et la France s'est engagée en 1778. Et contrairement aux idées reçues, elle n'a pas fait qu'aider les États-Unis. On parle même de guerre franco-anglaise et elle aura son propre traité de paix. Bien évidemment, cette guerre est vue comme un moyen de se venger et peut-être même de récupérer certains territoires perdus dans les colonies. Et c'est grâce à sa marine modernisée que la France va faire bien plus que soutenir les Américains. Dans la Manche, puis à travers une guerre de convoi en Atlantique, la France impressionne, et voir la Navy ainsi malmenée va lui apporter le soutien de l'Espagne et des Provinces-Unies en 1779. Plusieurs victoires aux Antilles vont même lui permettre d'envoyer des troupes en Inde et en Amérique, et de prendre Malte et Minorque. Finalement, le point d'orgue de cette grande réussite, c'est la double bataille de Chesapeake et de Yorktown, fin 1781. Les Britanniques y perdent leur ancrage solide face aux États-Unis. Divisée sur le globe, la Navy suffoque et est incapable de retenir cet élan. Gibraltar est menacé, et les Britanniques ne tiennent plus que la Jamaïque aux Antilles. Autant dire que le moral de la marine française est pour une fois très haut. Mais en lâchant les États-Unis, la Navy se redonne de l'air. En 1782, les Français souhaitent envahir la Jamaïque. Mais avant cela, la flotte française, commandée par De Grasse, doit escorter un convoi. Il a 35 navires de ligne, 150 de transport et 5 frégates. Le convoi est une proie financièrement. C'est pourquoi la flotte de Rodney, de 37 navires de ligne, les suit à distance respectable. Dans les Antilles, le vent est instable du fait de la disparité des îles. Un combat est donc toujours un pari. Le 9 avril, la tension monte car l'avant-garde britannique s'avance trop. Un combat a lieu, mais De Grasse n'ose pas poursuivre cette partie isolée de la flotte britannique. Mais c'en est assez. Il ordonne au convoi de faire voile vers la Guadeloupe et fait face à son adversaire non loin de l'île des Saintes. Dans l'attente du combat, un 74, le Zélé, percute un 64 canon, le Jason. Ce dernier doit quitter la flotte pour rejoindre Basse-Terre pour réparation, mais le Zélé, lui, reste opérationnel. Ce qui va lui permettre le lendemain de percuter le navire amiral, le Ville de Paris. Cette fois, c'est le Zélé qui doit quitter la flotte, mais privé de deux mâts, il doit être remorqué. En comptant le Caton endommagé pendant les premiers combats et 2 navires de ligne qui ont tout de même suivi le convoi, De Grasse n'a plus que 30 navires à opposer aux 37 de Rodney.
Et là, la différence commence à être désagréable. On peut remercier le zélé pour ça. Le 12 avril au matin, les deux amiraux acceptent le combat. Le vent est faible et file vers l'ouest. La flotte française va vers le sud-ouest et est au vent. La flotte britannique va vers le nord, sous le vent. Les deux flottes professionnelles s'alignent bien. A noter que le convoi est parti vers le nord, ce qui inquiète notablement De Grasse, qui craint de voir les Britanniques continuer tout droit après la rencontre. On remarquera également que l'île de la Dominique coupe le vent aux Français, rendant difficile leur manœuvre. Les premiers échanges présagent une bataille classique. Mais à 9h20, le vent tourne sud-est. Pour continuer à tirer et éviter d'être vent travers, les Français du centre virent à tribord, De Grasse préférant ne pas rompre le combat trop rapidement. Il donne même des ordres pour virer de bord et ainsi s'aligner sur la direction britannique. Mais ces signes sont mal compris. L'avant-garde suit sa route au sud, le centre vire, l'arrière-garde se décale, deux trous béants s'ouvrent dans la ligne française. Et là, c'est l'instant clé où le blocage tactique disparaît pour peu qu'on se saisisse de l'occasion. Si ce n'est pas la première fois qu'une ligne se délite ainsi, le combat est lui mené de manière anormalement proche. Exploiter ces failles n'était à l'époque pas du tout une évidence puisque cela signifiait rompre sa propre ligne. C'est pourtant ce que Rodney va faire. Bien compris dans son intention par ses subordonnés, Rodney coupe le centre français de son arrière-garde tandis qu'une autre partie de son escadre fait de même devant. L'avant-garde britannique entame un virage de bord, le centre français est encerclé. La manœuvre est risquée car les Britanniques prennent le risque d'être également encerclés si l'avant-garde française fait une contre-manœuvre. Mais cette dernière suit gaiement son chemin vers le sud-ouest. À partir de là, la bataille devient du pain béni pour les Britanniques. De Grasse est incapable de communiquer plus d'ordres et chaque navire français joue sa propre survie. L'encerclement permet aux Britanniques de doublement canonner les navires français et d'en bloquer plusieurs dans leur tentative de fuite, dont le navire amiral le Ville de Paris. Le repli général est sonné et les Britanniques préfèrent s'assurer certaines prises plutôt que de poursuivre le reste de la flotte française. Le Ville de Paris, avec De Grasse et 4 autres navires français sont capturés. La défaite, bien qu'humiliante, n'a aucune incidence stratégique. Un des navires capturés explose le soir même et le Ville de Paris, trop endommagé, finit par couler durant son remorquage. 2 autres navires seront capturés une semaine plus tard, mais la flotte française parvient à rejoindre le convoi et une flotte espagnole. Les Antilles restent maîtrisées par les Français, excepté la Jamaïque, et la guerre se terminera sans évolution notable et avec de beaux gains pour les Français. Reste que cette défaite balaie les beaux résultats chèrement acquis par la marine française. Perdre leur plus gros navire et près de 10% de la flotte brise la dynamique victorieuse de la marine française et donnera un procès pour trouver des coupables. De Grasse, l'avant-garde française qui l'aurait abandonné, laissons ça de côté. Ce qui nous intéresse ici, c'est le précédent que crée cette bataille et cette manœuvre. En brisant ainsi la ligne de l'adversaire, Rodney exploite certes une situation, mais il n'improvise pas totalement. La ligne de fil représentait un blocage tactique. Une culture commune s'était installée entre les différentes marines, rendant des innovations tactiques sur le terrain assez difficiles, les troupes n'étant pas nécessairement entraînées à faire d'autres manœuvres. Mais cela n'empêchait pas la recherche théorique, des essais sur plateau, développant de nouvelles manières de penser, dont il manquait souvent la réalisation pratique. Et au Saintes, Rodney crée un précédent. Il a montré que briser la ligne, dans de bonnes conditions, pouvait mener à des résultats bien spectaculaires. Dépassant ainsi au moins partiellement le blocage tactique de la ligne, cela réintroduit une variation dans la possibilité des plans, redonnant ainsi un rôle actif au tacticien qui a tendance à devenir un simple exécutant quand tout semble réglé. Si ces blocages tactiques sont souvent dépassés par des innovations plus d'ordre technologique ou organisationnel, force est de constater que la théorie tactique est également un excellent moyen de se réinventer. Ah non, ça serait oublier la caronade. La caronade ? La caronade. Oh non, la caronade. Ben oui, ça allait pas être aussi simple. Bon, en réalité, technique, technologie, organisation ou théorie forment un ensemble qui se répond, et chaque élément fait avancer les autres. En clair, certaines théories peuvent par exemple avoir des besoins que les moyens contemporains ne peuvent pas remplir. Certaines technologies peuvent changer la réalité des champs de bataille, et certaines techniques peuvent changer la manière d'utiliser des armes, etc.
Et à l'image de l'échelon division, qui a changé la manière de déplacer et de coordonner une armée, ouvrant de nouvelles manœuvres, il convient d'analyser les nouvelles réalités apportées par des innovations techniques ou technologiques. Et ici, on peut discuter de la caronade. Canon à tube court, léger, pas cher, à grande cadence de tir, quasiment sans recul et orientable à 360 degrés, la caronade est une pièce d'artillerie facile à employer, mais de faible précision et à portée inférieure à 300 mètres. Ce canon est parfait pour les combats à courte distance. Peu intéressant contre le matériel, il devient extraordinaire pour désorganiser le pont adverse à coups de boulets légers ou de mitraille. Un fût rempli de balles, qui fait du tir du canon un tir antipersonnel fragmenté et mortel. Inventée en 1779, la caronade réintroduit la notion de puissance de feu à courte portée, jusqu'alors restée limitée aux duels de navires, bien loin des grandes batailles. Cette innovation n'est alors que dans le camp britannique, renforçant leur confiance dans une approche agressive. Ils peuvent alors se permettre de chercher des combats bien plus près que de coutume, renforçant les dégâts et la désorganisation de l'adversaire. Et cela se ressent dans les Saintes, où les Français perdent 2000 hommes, nombre particulièrement élevé pour un combat de ligne, là où les Britanniques n'en perdent que 243, chiffre beaucoup plus normal. Ainsi, si la théorie peut toujours instiller de nouvelles idées, permettant par exemple à Rodney aux Saintes de tenter une telle manœuvre, l'influence de la caronade pour chercher le combat au plus près n'est pas à exclure. Les domaines théoriques et pratiques se répondent. Mais ici, la bataille des Saintes n'est qu'un exemple. Ça ouvre sur quelque chose par la suite ? Oh oui, une nouvelle approche de la ligne. Pas systématique, mais... On verra ça dans la prochaine vidéo. Quoi ? Un cliffhanger ? Tu me fais un cliff... Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.